Il est étonnant de constater sur une carte de l'Amérique latine que dans un océan de pays parlant espagnol, le Brésil parle portugais. Quelle étrangeté! D'autant plus que le Brésil, pays lusophone parlant portugais, compte aujourd'hui 220 millions d'habitants, c'est-à-dire 21 fois plus d'habitants que le Portugal, qui lui n'en compte que 10,6. Pour le Brésil, c'est un invraisemblable traité, celui de Tordesillas, qui a décidé que ces 220 millions de personnes au Brésil parleraient portugais, soit 2 ans après la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb pour le compte de l'Espagne. Découverte qui avait mis le roi du Portugal, Jean II, dans une rage noire. Pourquoi donc cette contrariété? C'est que depuis presque un siècle, les Portugais cherchaient à contourner l'Afrique pour parvenir aux Indes et ainsi mettre la main sur ses trésors et ses épices. Adossé à la façade atlantique de l'Europe, le Portugal avait découvert sa vocation maritime, grâce aux efforts d'un prince devenu plus célèbre que les rois, Henri, dit le navigateur. Ce géographe inspiré avait protégé et encouragé les expéditions maritimes, qui à tâtons avaient reconnu les côtes atlantiques de l'Afrique, jusqu'au doublement du cap de Bonne-Espérance par Bartholomew Dias en 1488. Quasi un siècle d'efforts, d'exploration et aussi de déconvenues. L'entreprise avait été rude, mais on avait enfin touché au but. Et l'exploit de Diaz, en doublant la pointe méridionale de l'Afrique, montrait qu'il était désormais possible d'atteindre les Indes par les mers. Quand ce fichu mercenaire génois, ce Cristobal Colón, travaillant pour le concurrent espagnol, avait atteint les Indes en traversant l'Atlantique en moins de 6 semaines. Hamlet. À l'époque, on ignorait naturellement qu'il s'agissait du continent américain et qu'il n'avait rien à voir avec les Indes. Mais au retour de Christophe Colomb, c'était pour le Portugal l'effondrement de la longue mise en place d'une route commerciale qui devait, en principe, lui apporter la richesse. Ce qui, par ailleurs, advint finalement, mais cela aussi, on l'ignorait. Dégoûté, le roi Jean II avertit ses voisins espagnols qui se préparaient à envoyer une flotte de guerre pour s'emparer des terres nouvellement découvertes par Christophe Colomb. L'événement promettait de voir s'empoigner le Portugal et l'Espagne, les 2 seules puissances coloniales en Europe à cette époque. Il fallait empêcher ce gâchis, et ce fut l'arbitrage du pape Alexandre VI, lequel n'était pas non plus n'importe quel pape. C'était un Borgia à la réputation terrible d'empoisonneur et de dévergondé. De plus, ce Saint-Père, autre mauvaise nouvelle pour le Portugal, était espagnol. Espagnol peut-être, le pape, heureusement, était aussi fin politique et avait compris que tout occupé par les affaires d'Italie, le Saint-Siège n'avait rien à gagner dans une empoignade sanglante entre les 2 royaumes ibériques. Le pape convoqua donc les représentants de ces derniers pour tracer une ligne de partage dans l'océan Atlantique, à 100 lieues à l'ouest des îles du Cap-Vert. La partie est fut réservée au Portugal, qui avait déjà reconnu les côtes africaines, et la partie ouest fut réservée à l'Espagne, qui avait envoyé Christophe Colomb dans ces vastes étendues inconnues. Dans l'océan, Madère et les Açores restaient au Portugal, les Canaries restaient à l'Espagne. 100 lieues. Le roi de Portugal trouve que ce n'est pas assez. Le pape Borgia n'avait pas pu s'empêcher de favoriser discrètement son pays natal. Le roi portugais proteste, réclame une révision du traité, ce qu'il obtient. Les 100 lieues sont ramenées à 370, toujours à l'est des îles du Cap-Vert. Si l'on était resté aux délimitations du premier traité, les 220 millions de Brésiliens parleraient espagnol, comme tout le monde. Ce traité de Tordesillas fut signé dans cette cité de Castille le 7 juin 1494. Le voici, c'est un vraisemblable traité aux conséquences considérables. Considérable d'abord parce qu'il excluait les autres nations européennes de toute entreprise coloniale, hormis donc l'Espagne et le Portugal. Il faudra longtemps aux autres nations pour sortir de cette mainmise démesurée de 2 petits pays sur le reste du monde. Ensuite, ce traité était un chèque en blanc sur les découvertes à venir, car au fond, coupant le monde de cette façon absurde
et arbitraire. On ne savait pas trop ce qu'il y avait au-delà des lignes tracées. On n'allait pas tarder à la découvrir, l'étendue de ce nouveau monde, car il y avait des terres là où on pensait qu'il n'y avait que l'étendue monotone de l'océan. Vicente Pinzon, en effet, détourné de sa route par une tempête, avait abordé une terre inconnue à hauteur du Pernambouc, le 26 janvier 1500. Oui, le même Pinzon qui avait accompagné Colomb dans son premier voyage vers les terres de la découverte 8 ans plus tôt. Et comme les choses ne sauraient être simples en géographie, ce Pinzon était un sujet du roi d'Espagne. En navigateur chanceux, Pinzon avait reconnu l'embouchure de l'Amazone qu'elle avait remontée sur une 50aine de kilomètres. La chance avait semblé sourire à nouveau aux Portugais après la signature du traité de Tordesillas. Vasco de Gama, en 1498, avait réussi à atteindre les Indes, les vrais et véritables pour le coup, et le premier en était revenu avec une cargaison de poivre. Or, avec la découverte de Pinzon, la poisse semblait leur revenir. Les terres découvertes dans la partie du Nouveau Monde que le traité leur avait attribuée tombaient toutes cuites dans la gueule de l'ennemi espagnol. Oh! C'était d'autant plus la poisse que 3 mois après Pinzon, le 22 avril 1500, un autre navigateur, Álvarez Cabral, portugais pour le coup, atteignait à son tour le Brésil, par accident, sur sa côte nord-est, à Porto Segura, dans l'état de Bahia, alors qu'il faisait route vers les Indes. Après avoir refait ses vivres, échangé avec les indigènes de la nation Tupi et élevé une grande croix de bois haute de 7 mètres, destinée à marquer la présence portugaise sur ces terres, Cabral les revendiqua dûment au nom de son roi, d'autant qu'on avait pu calculer la position exacte de ces terres sur les cartes. Elles se trouvaient bien dans la sphère attribuée aux Portugais par le traité de Tordesillas. Ignorant tout de la découverte de Pinzon, Cabral continua ensuite sa route vers les Indes, plus exactement vers une tempête qui coula 4 navires sur les 11 qui restaient de sa flotte. Son expédition se transforma aux Indes en une campagne militaire très coûteuse en vie humaine, mais victorieuse et surtout si juteuse financièrement qu'elle assura aux découvreurs une retraite fastueuse. Second découvreur du Brésil, Cabral avait cru aborder une île. Il ignore qu'il passerait à la postérité pour cet écart insignifiant sur sa route. Mais notre histoire ne s'arrête pas à ce paradoxe du découvreur qui ne comprend pas ce qu'il découvre. Avant de repartir pour les Indes, Cabral renvoya vers le Portugal un de ses navires, chargé d'un document précieux. Un document qui existe toujours et se trouve conservé dans la tour du Tombeau, l'Institut des Archives nationales à Lisbonne. Ce document est une lettre rédigée le 1er mai 1500 par le secrétaire de la flotte de Cabral, Pedro Vaz de Caminha, où ce dernier décrit les circonstances de la découverte du Brésil et son impression sur la valeur de ces terres. Ce document est considéré comme l'acte de naissance du Brésil, rien que ça. La lettre de Pedro Vaz de Caminha changeait la donne. Les Espagnols auraient pu revendiquer les terres découvertes par Pinzon et ils n'en firent rien. Le traité de Tordesillas avait établi un partage infranchissable à leurs yeux, et la lettre confirmait que les Portugais avaient bel et bien pris pied sur ces terres. Tant pis pour la découverte antérieure de Pinzon. Les Espagnols auraient même voulu s'emparer de ces terres qu'ils ne l'auraient pu. Les nouvelles étendues qu'ils découvraient plus au nord absorbaient tant de ressources qu'il n'était tout simplement pas question de s'empoigner avec les Portugais pour une vague île sans valeur au large de l'Afrique. Et oui, le Brésil, une île dépourvue de valeur. Même Amerigo Vespucci, autre grand navigateur qui visita ces terres, ne leur trouva aucun intérêt. Le bonhomme qui comprit le premier que les Amériques n'étaient pas les Indes, mais un nouveau monde, ce qui lui valut de les faire baptiser de son prénom, se trompait lourdement cette fois. Car le Brésil n'était pas une île, et c'était une terre riche. Certes, certaines tribus qui y habitaient pratiquaient le cannibalisme, ce qui révulsait les explorateurs, qui ne voyaient plus que cette pratique horrible quand ils la rencontraient. Mais le pays était riche, en or, en métaux, en bois, un bois aux taches couleur de braise qui donna son nom, Brésil, à cette contrée inexplorée. Comme dans de nombreuses autres histoires, les découvertes ne semblent pas ce qu'elles devraient être. Les découvreurs ne voient que ce qu'ils cherchent et finalement ne découvrent rien. Colomb se croyait aux Indes, Cabral pensait que le Brésil était une île, et Pinzon, qui cherchait un passage vers l'ouest à travers le Honduras, passage qui n'existe pas, retourna bredouille en Europe pour mourir dans l'anonymat.
Et au bout de toutes ces péripéties, au bout de cet invraisemblable amoncellement d'aventures et de hasards, les 220 millions de Brésiliens parlent portugais, à cause d'une ligne tracée à travers l'Atlantique par un pape débauché. Là-bas, de Rio à Belém, on a encore du mal à y croire. N'oublie pas de t'abonner.